Alors, dans cet après-midi qui est tout adriatique, grâce au prochain intervenant, le professeur Boško Božović, nous allons évoquer l'autre grand port du nord de l'Adriatique, Raguse, auquel Alberto Tenenti a consacré beaucoup de travaux. Boško Božović, alors je disais que tout à l'heure que Annabella Vitis était une Vénitienne de Paris, vous êtes un Serbe de Paris, peut-on dire, et même plus un Serbe du 6e arrondissement. Oui. Vous êtes enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche à l'Institut des études balkaniques de l'Académie serbe des sciences et des arts, et dans une œuvre qui est très abondante et qui couvre des domaines extrêmement divers du monde byzantin et balkanique. Je retiendrai quelques titres: l'idéologie monarchique au Moyen-Âge serbe de 95, Dubrovnik et l'Empire ottoman de 98, le millénaire byzantin paru en 2007 et tout récemment en 2010, le Mont Athos et les princes roumains. Donc, Monsieur Božović. Je vous remercie. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de m'avoir, professeur Ossola, Emma, du Prigionet, de m'avoir invité et de me donner l'occasion d'évoquer un aspect sans doute moins connu des intérêts d'Alberto Tenenti, ainsi que d'attirer votre attention sur un travail, sur un dossier dont Alberto Tenenti m'a aidé au départ et m'a influencé, je peux le dire. En effet, c'est au cours des années 90 que j'ai eu le privilège de travailler avec Alberto Tenenti, notamment en rapport avec mes recherches dans les archives de Dubrovnik. Il m'a aidé notamment pour la datation et l'authentification des annotations des archivistes ragusins en marge des documents de ces fonds d'archives. Il s'agit d'un cartulaire de quelques 140 actes ottomans de 15e et 16e siècle. Alors que les premiers éditeurs et ceux qui se sont penchés sur ces actes avaient ignoré presque systématiquement ces annotations, ou bien les ont considérées comme issues du 19e siècle, suite à une analyse paléographique et philologique, Alberto Tenenti a daté la plupart de ces annotations comme étant contemporaines de ces actes, émis donc au XVe et au XVIe siècle. Merci. Il a même, d'autre part, déterminé le dialecte italien des auteurs de ces notes comme étant celui de Friul. Les notaires des archives des terres de Raguse étaient, en effet, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, recrutés habituellement dans cette province italienne, ainsi que je n'ai eu la confirmation plus tard. Alberto Tenenti a eu l'amabilité de me laisser publier son résumé de cette analyse en avant-propos de mon livre sur Dubrovnik et l'Empire ottoman. Donc, issu de ce dossier de recherche, auquel je reviens périodiquement, et notamment actuellement, je tiens donc à soumettre à votre attention un échantillon des derniers résultats
sur la diplomatie de Dubrovnik dans un contexte de médiation entre deux mondes méditerranéens à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Formée à l'école byzantine, puis surtout vénitienne, la diplomatie ragusaine s'appuie sur une intégration particulièrement poussée dans l'environnement balkanique, y compris constantinopolitain. Recrutée dans une aristocratie marchande qui se confond avec le monde balkanique et lévantin, dont elle tire l'essentiel de ses richesses, Raguse et les Ragusins font partie de la culture et pratiquent la langue la plus répandue dans la partie continentale des Balkans. Les hauts dignitaires de la porte ottomane, une bonne partie des grands vizirs et même certains sultans pratiquaient cette même lingua materna, commune aux Ragusins et à la plus grande partie de leurs partenaires commerciaux du sud-est européen. Dans la hiérarchie qui régissait les rapports entre les États méditerranéens depuis le Moyen-Âge, la commune, puis la République de Raguse, avaient une position assez particulière. La cité marchande était astreinte aux diverses tribus et devait reconnaître plus d'un suzerain à la fois. Depuis l'ordonnance de Basile Ier au IXe siècle, elle versait un tribut annuel aux princes slaves de son voisinage immédiat et à l'issue de la tutelle vénitienne, au XIIIe siècle, Raguse reconnaît la suzeraineté du roi de Hongrie avec un tribut annuel de 500 ducats. Cette suzeraineté tutélaire, plutôt qu'effective, est relayée graduellement par une tutelle ottomane qui laisse néanmoins une large autonomie à la République ragusaine. C'est ainsi que, jusqu'à la fin du royaume de Hongrie, après la bataille de Mohacs 1526, Raguse payait 2 tributs et reconnaissait 2 suzerains. Mal perçue par les Occidentaux, la tutelle ottomane avait la particularité de satisfaire les intérêts de 2 parties du monde méditerranéen. Puissance militaire en expansion, les Ottomans avaient le plus grand besoin d'une place commerciale suffisamment ouverte au marché européen par lesquels ils pouvaient commercer, y compris en temps de guerre, avec des places des pays occidentaux. Ces derniers avaient tout aussi un besoin impérieux d'un port neutre en temps de conflit avec les Ottomans notamment. Loin de se laisser impressionner par les remontrances de leurs corps religionnaires européens, les Ragusins formulaient la particularité de leur position en ces termes. Le Turc, j'ouvre la citation, « Le Turc nous protège en tout état de cause, sans que nous subissions des dommages de sa part, hormis ce qui est l'accoutumé, c'est-à-dire le tribut. Au cas où nous aurions été en voisinage avec un suzerain chrétien, il ne nous laissera aucun répit. Ainsi, ne vous étonnez pas de notre attachement aux Turcs, c'est ainsi que nous préservons notre liberté. » Je ferme la citation, tirée d'une correspondance avec la curie romaine. Débouché principal des marchandises sud-est européennes et le plus grand port de l'Adriatique oriental, Dubrovnik n'avait de meilleur choix que cette attitude aussi pragmatique que peu scrupuleuse de l'hypocrisie partisane ou idéologique. Bien placé pour être particulièrement avisé sur l'incapacité des puissances chrétiennes à remettre en cause la domination ottomane en Méditerranée orientale, les Ragusins n'avaient d'autre choix que de mettre à profit leur position médiane. C'est ainsi que les subtilités de la diplomatie, aussi bien en Orient qu'en Occident, n'avaient aucun secret pour eux, d'autant qu'ils étaient passés maîtres de la duplicité et des conflits d'intérêts, y compris dans le domaine de l'intelligence, des 2 côtés des hostilités, auquel jeu ils étaient particulièrement bien avisés.
rompus à toute situation de crise et de menace à l'égard de leur position privilégiée, leur diplomatie pouvait toujours invoquer la menace de l'autre camp. Pour les Ottomans, c'était la sempiternelle menace de la prise du port de Raguse par la marine vénitienne. Pour les Occidentaux, c'était les chances infimes pour la cité maritime d'échapper à une conquête ottomane, surtout après la prise de la réputée imprenable Constantinople par les Ottomans. Régie par une démocratie d'aristocratie marchande, la municipalité recrutait sa diplomatie au sein d'un cercle à la fois fermé et néanmoins suffisamment large pour permettre un renouvellement et une expérience rompue aux pires épreuves. Ces ambassadeurs étaient des négociants et hommes de terrain ayant la plus grande expérience des comtats des Balkans, de même que celle des dignitaires ottomans. C'étaient en même temps des aristocrates formés le plus souvent dans les universités italiennes ou même à la Sorbonne. Polyglottes et d'un raffinement cosmopolite, ils étaient à l'aise aussi bien dans les cours des princes européens qu'au sérail des vizirs de la porte ottomane. Les traités commerciaux, privilèges et capitulations, franchises fiscales et autres exemptions judiciaires étaient la trame première de leurs négoces à l'échelle diplomatique. Délégués par l'Assemblée de leur cité, par son Sénat, le plus souvent par le gouvernement de Raguse, avec des pouvoirs plus ou moins étendus, ces ambassadeurs devaient mener de longues négociations dont l'aboutissement au plus haut niveau de gouvernance pouvait engager les parties concernées durant des décennies et des siècles. La régulation de ces traités traversait les frontières et transcendait régime et administration, culture et législation. Dans son arrière-pays balkanique, dès la fin du XIIe siècle, Raguse avait conclu des contrats de libre-échange avec les pays de son voisinage immédiat, à partir de Byzance au XIIe siècle jusqu'à la Serbie et la Bosnie à la fin du XIIe siècle. En contrepartie, et la Turquie à partir du début du XVe siècle. En contrepartie d'un tribut annuel qui se stabilise pour la porte ottomane à la fin du XVe siècle à hauteur de 12 500 ducats d'or vénitiens, une somme qui représente tout de même quelques 35 kilos d'or, le commerce ragusin jouit d'un statut privilégié et d'une taxe commerciale fort avantageuse de 2%, c'est-à-dire inférieure à celle imposée aux marchands ottomans. Les ressortissants ragusins, leurs comptoirs et leurs nombreuses colonies bénéficient en outre d'un statut d'extraterritorialité et d'exemption fiscale par rapport à la juridiction ottomane et aux astreintes des autres catégories de la population de l'Empire ottoman. Exposé aux vents et marées des conflits d'intérêts entre grandes puissances et à la frontière des mondes violemment hostiles, le petit territoire de la République, quelques 1100 km², ainsi que la cité de Dubrovnik, n'avaient aucune chance d'opposer une résistance efficace face aux menaces du côté maritime, et encore moins celles venant du côté terrestre. Parfaitement conscients de cette fragilité, les Ragusins n'avaient donc d'autre choix que de recourir à une diplomatie de tous azimuts. Ils ne pouvaient que s'appuyer sur toute puissante susceptibilité ottomane d'accorder soutien et protection à leur petite république en fonction de l'intérêt que la neutralité de cette dernière pouvait lui apporter. Ce fut donc en premier lieu la Turquie qui avait tout intérêt d'avoir accès au port neutre face à ses ennemis occidentaux en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Le royaume de Naples, la papauté et surtout l'Espagne étaient les protecteurs privilégiés de Raguse côté occidental. Venise continuait d'être sa principale menace et rivale maritime. Avec sa flotte de quelques 180 navires d'importante portée, naviguant sous pavillon ragusin et donc neutre, depuis la mer Noire jusqu'en Atlantique,
ainsi qu'une bien plus grande flotte de nolis. Au XVIe siècle, Raguse met sérieusement à l'épreuve le monopole vénitien dans l'Adriatique et même dans la Méditerranée orientale. Avec plus de 80 consulats dans les plus importants ports de la Méditerranée, sans compter ses innombrables colonies des Balkans, Raguse est de mieux en mieux implanté sur les marchés, aussi bien maritimes que continentaux. Alors que les autres puissances maritimes chrétiennes avaient appris à mettre à leur profit la neutralité des Ragusains, d'autant qu'ils leur prodiguaient volontiers de précieux renseignements sur le mouvement des forces armées ottomanes, Venise voyait dans Raguse l'une des causes majeures de son déclin face à la puissance ottomane. C'est ainsi que la République de Saint-Marc harcelait Raguse avec des accusations de trahir le camp chrétien du fait d'une intelligence systématique avec le camp adverse, en quoi ils étaient loin d'avoir tort. Ainsi, Raguse était acculé à donner toujours plus de gages de fidélité aux deux camps en lice, tout en se gardant bien de s'engager ouvertement et surtout militairement de quelque manière que ce soit. Non seulement sa neutralité d'équidistance était la seule garantie de sa survie et de sa liberté, elle était aussi la raison d'être de sa prospérité. En temps de guerre notamment, lorsque les profits et taxes de transit décuplés du fait que le commerce des parties en hostilité se concentrait sur le seul port neutre d'Adriatique. Désigné par le terme médiéval, slavisé de Poklissar, du grec Apoklysiarios, les ambassadeurs étaient désignés pour leur mission à Constantinople par le Petit Conseil, c'est-à-dire le gouvernement de la République. Pour cette mission hautement sensible, étaient désignés les plus expérimentés parmi les membres du Grand Conseil, qui regroupait tous les hommes adultes de l'aristocratie ragusaine. Toujours fort méfiant à l'égard de la redoutable porte ottomane, contrairement à d'autres grands centres commerciaux comme Alexandrie, la République n'a jamais voulu avoir un baïlo, un consul à Constantinople. Un consulat permanent aurait à leurs yeux été bien trop exposé à être impliqué excessivement aux intrigues et autres péripéties insondables de la capitale ottomane. Refusant de faire l'étalage de quelque signe de richesse que ce soit, le diplomate ragusin entretenait systématiquement la légende d'une commune exsangue par le versement du tribut annuel, jusqu'à loger les ambassadeurs dans les maisons les plus modestes, louées juste pour la durée de leur mission. Les montures de prix étaient proscrites et même les cadeaux dignitaires ottomans et à leur épouse étaient le plus souvent on ne peut plus modestes. Conformément aux instructions précises du Sénat, la mise en scène destinée à toucher la corde sensible des orientaux et des dignitaires musulmans slaves de la porte pouvait être poussée jusqu'à une véritable commedia dell'arte, ce dont certains ambassadeurs s'étaient rendus maîtres. C'est ainsi que Secundo Gozzi s'était spécialisé dans les pleurs au point d'épouvanter le grand vizir. Les autres dignitaires de la porte le fuyaient comme la peste. Déléguant au moment les plus sensibles une ambassade sur l'autre, le Sénat et le Petit Conseil parvenaient à contrecarrer toute faiblesse humaine relative à quelques conflits d'intérêts. Les ambassades chargées d'acheminer le tribut annuel devaient effectuer de délicates opérations de change afin de réunir en grande partie par une collecte dans différentes colonies ragusaines des Balkans les 12 000 ducats vénitiens. Aussi risqué que vital pour la sécurité de Dubrovnik, celle de ses colonies en Serbie, en Bosnie ou en Bulgarie, ainsi que pour celle de ses ressortissants, cette entreprise confidentielle se soldait néanmoins par une issue favorable, comprenant l'obtention d'un reçu délivré par la trésorerie impériale, ainsi que par un sauf-conduit pour la sécurité des ambassadeurs. Après une période de tension lors du règne de Mehmed II
et dû notamment aux exigences toujours plus intransigeantes du sultan touchant l'augmentation de tribut, ce dernier fut fixé aux 12 500 ducats et fut versé jusqu'à la fin de la République. Alors que le versement de tribut se passait selon un rituel devenu avec le temps presque routinier, la plus grande tension survint après le grand tremblement de terre de 1667 qui faillit bien provoquer la disparition de la cité de Raguse. C'est précisément à l'occasion de ce que fut la plus grande catastrophe de toute son histoire que la diplomatie ragusaine eut à affronter entre 1676 et 1682 le grand vizir Kara Mustafa, qui fut le plus redoutable ennemi de la République. À la différence de la plupart des autres hauts dignitaires que les Ragusains avaient pris l'habitude d'amadouer, ulcéré par l'avarice de ces derniers, il se montra un adversaire aussi cruel qu'inflexible. Suite à la catastrophe qui fit périr une bonne moitié de la population de Raguse, Kara Mustafa exigea, dans un premier temps, 150 000 pièces d'or, plus de 5 fois et demi le montant de tribut annuel, arguant que l'héritage des victimes devait revenir à la trésorerie du sultan. Devenu grand vizir en 1676, Kara Mustafa accusa abusivement les Ragusains d'avoir outrepassé le montant des douanes requises pour les marchands ottomans lors de la guerre de Candie, en leur ordonnant de verser en contrepartie la somme extravagante de 2 150 000 pièces d'or, ce qui correspondait à environ 70 fois le montant de leur tribut. Le fait que les privilèges confirmés par les sultans successifs exemptaient les Ragusains de pratiques fiscales ottomanes n'eut aucun effet sur le grand vizir, dont les menaces et les chantages redoublaient jusqu'aux tensions extrêmes, forçant la diplomatie ragusaine à atteindre les sommets de sa bravoure et habileté. 4 ambassades, composées en tout de 8 ambassadeurs les plus expérimentés, furent dépêchées successivement afin de gérer le plus lourd contentieux des relations turco-ragusaines. Nicolița Bona, l'un des plus brillants diplomates, y périt en 578 dans la prison ottomane de Silistri. Maravița Kaboga, Secundo Goze et Đuro Buća furent jetés pour plus d'1 an dans la sinistre prison de Yedikule en compagnie des condamnés à mort de droit commun. La cruauté de ces traitements ne les rendit que plus intraitables. Les diplomates enchaînés menaçaient la porte de l'exode massif, de la désertification de leur cité, argument auquel ils ne devaient recourir qu'en dernière instance, et qui finit par faire plier le grand vizir, qui consentit à réduire son exigence à 60 000 ducats. Écrivain et diplomate de plus grand renom, Jaketa Palmotic fut avec Nicolița Bona en charge de la première ambassade ragusaine auprès de la porte suite au séisme de 1667. À peine 2 mois après avoir enterré sa femme et ses 4 enfants, victimes comme beaucoup d'aristocrates de cette catastrophe, avec Bona en tant que membre du gouvernement de crise, ils durent accepter cette mission hautement sensible. Surpassant ses talents rhétoriques, le discours poignant de Palmotic fut en effet tel sur le sultan que Kara Mustafa dut battre retraite. Les ambassadeurs ragusains étaient tenus de rédiger un rapport détaillé de leur mission à la porte. Celui de Palmotic en constitue un des témoignages majeurs. En 1687, une autre crise grave survint du fait que Raguse venait de commencer à payer le tribut de 500 ducats à l'empereur d'Autriche, dans l'espoir que ce dernier allait libérer les Balkans à l'occasion de la guerre de la Sainte Ligue contre les Ottomans. Le fait inopiné qu'un envoyé permanent de l'empereur fut aussitôt dépêché de Vienne était plus qu'embarrassant pour Raguse. Il pouvait constituer un casus belli pour le sultan. C'est pourquoi l'expérimenté Maravița Kaboga, déjà 4 fois ambassadeur à la porte, fut dépêché à Belgrade auprès du grand vizir Soliman Pacha, qui y avait
élu résidence en tant que général en chef de l'armée ottomane. L'aventureux et controversé diplomate fut, en plus de cette mission, on ne peut plus dangereuse, chargé de faire accepter au Premier ministre ottoman le tribut annuel de Raguse composé de monnaies de fort mauvaise qualité. Originaire de Bosnie, ami de longue date et frère d'élection de Kaboga, d'un air menaçant, Soliman Pacha interrogea vertement Kaboga sur le tribut versé à l'Autriche. Après avoir nié catégoriquement toute intelligence avec l'ennemi autrichien, ce dernier poussa l'insolence jusqu'à avancer que le sultan n'apprendra jamais rien sur la mauvaise qualité des pièces versées. Alors que le trésorier du sultan protesta du fait que cette opération scabreuse entraînera un manque gagné d'au moins 2000 ducats d'or pour la caisse de la porte, Soliman Pacha lui rétorqua « Ce sont des gens à moi, je leur fais grâce de ces ducats. » Même si l'on peut taxer ces relations de fait dues à une plume ragusaine de quelques enjolivements et vantardises bien méridionales, le fait est que les affaires ragusaines se soldaient à la porte le plus souvent à leur avantage grâce à l'expérience et à l'insolente témérité de leurs diplomates, notamment lorsqu'ils avaient affaire aux dignitaires ottomans qui pratiquaient une langue maternelle commune à la leur. Ainsi, au début du XIXe siècle, grâce à un rapport tronqué de Seyfullah Pacha de Bosnie sur les conditions prétendument déplorables de Raguse et de ses finances, le sultan Ahmed III consentit de percevoir le tribut annuel une fois tous les 3 ans, jusqu'à ce que les conditions financières de la République ne soient améliorées. Le Pacha de Bosnie fut gratifié avec 1200 pièces d'or, moins d'un 20e de l'économie ainsi réalisée par la diplomatie ragusaine. En tout, les rapports tronqués du gouvernement de Bosnie sur les finances de Raguse ont privé la trésorerie de la porte de quelques 500 000 pièces d'or. Suite à un incident majeur provoqué par la prise d'un navire vénitien par un corsaire tripolitain en 1751, Raguse fut exposé durant 3 ans aux dures représailles de la Sérénissime jusqu'au bombardement de Raguse par la flotte vénitienne. L'intervention du gouverneur de Bosnie, Mehmed Pacha Kukavica, eut raison des sanctions venant de part de Venise. Fort du soutien ottoman, les Ragusins parvinrent à se soustraire à la taxe qu'ils devaient payer jusqu'alors à Venise pour leur commerce dans l'Adriatique. En contrepartie, 1000 pièces d'or furent données au Pacha de Bosnie. Lorsque le gouverneur d'Herzégovine et de Bosnie se montrait hostile aux intérêts de Raguse, la diplomatie ragusaine s'employait à les remplacer par des fonctionnaires plus accommodants. C'est ainsi qu'avec le concours du grand vizir et du Defterdar, originaire de Bosnie, suite à l'intervention de l'ambassade qui apporta le tribut à la porte en 1631, Abbas Mehmed Pacha fut remplacé par Murad Pacha, lui aussi originaire de Bosnie. Sahim Pacha fut démis de ses fonctions en 1641 par l'entremise de Ragusin Frano Crasso, qui était le médecin du grand vizir, et remplacé par un dignitaire selon le choix de Crasso. Le XVIe siècle fut le grand siècle de Raguse. Avec le XVe, ce fut celui des meilleures relations avec l'Empire ottoman au fait de sa puissance. Ce fut aussi l'époque de la plus grande prospérité de Dubrovnik. Le déclin de l'Empire, amorcé dès la fin du XVIe siècle, marque conjointement le début de l'affaiblissement du commerce ragusin. Fin XVIIe siècle, Raguse est privée du monopole du commerce du sel qu'elle doit partager désormais avec Venise. Bien engagée sur son déclin, la République ne se relèvera jamais complètement des conséquences de la catastrophe sismique en 1667. Avec l'ouverture dès 1592 du port vénitien à Split, que la diplomatie ragusaine avait longtemps réussi à différer, les marchés des Balkans s'ouvrirent aux négociations des pays européens, alors que ceux des colonies ragusaines se raréfirent au XVIIIe siècle de manière irrémédiable. Nombre de ressortissants ragusins s'intégrèrent à l'environnement ottoman au point de se fondre dans la population urbaine de la Turquie européenne.
la décadence et l'affaiblissement de la Turquie suite aux guerres avec l'Autriche et surtout contre la Russie au XVIIIe siècle furent à l'origine de l'introduction d'une ingérence de la France qui devait aboutir à la suppression de la République ragusenne, survenue en 1808 par la volonté du maréchal Marmont. Invoquant l'impératif de devancer l'extension de l'expansion russe depuis la baie de Kotor, l'armée française s'empara de Dubrovnik sans réaction notable ou avec le consentement tacite de la Porte. Ayant été avisé de l'issue fatale de l'intervention française, le Sénat de Dubrovnik somma son dernier consul à Constantinople, Anton Carlo Natal, de faire l'impossible pour sauver in extremis la République par une quelconque réaction de la Porte. Le grand vizir refusa même d'entendre le diplomate ragusin. La grande époque d'éclat de la diplomatie de la petite République marchande était révolue depuis longtemps, d'autant que l'homme malade du Bosphore ne pouvait plus rien pour les descendants des fameux ambassadeurs qui bravaient les grandes puissances du pourtour méditerranéen depuis la fin du Moyen Âge. Premier bénéficiaire de la domination ottomane dans la Méditerranée orientale, Dubrovnik fut la première victime du nouvel ordre qui s'instaura suite aux guerres napoléoniennes dans ce qui adviendra l'héritage ottoman, autrement dit la question d'Orient sur les confins eurasiatiques de l'Europe du XIXe siècle. Et en conclusion, un mot sur le sort des archives de Raguse suite à la suppression de la République. Les archives des terres de Dubrovnik, dont Fernand Braudel disait qu'elles étaient les plus importantes pour l'histoire de la Méditerranée, pensée notamment au XVIe siècle, furent parmi les toutes premières victimes de la suppression de la République ragusaine. Dès la suppression de la République, le 31 octobre 1808, les autorités françaises s'employèrent à la réorganisation des archives d'État. C'est ainsi que fut créé le Fonds d'archives judiciaires, alors que la majeure partie des autres fonds d'archives furent entassés pêle-mêle, dont en premier lieu ceux du Fonds des actes ottomans. Le labeur des générations des archivistes ragusins fut perdu à jamais. Les classements et les répertoires furent dissociés. Prenant la relève des Français en 1814, le comportement des Autrichiens fut à cet égard encore plus dommageable pour ces fonds d'archives diplomatiques. Le gouverneur autrichien avait pris l'habitude d'ouvrir les fonds d'archives afin que ses invités puissent se servir et emporter en souvenir les plus belles pièces. Avec leur calligraphie exotique et leur dorure, les documents orientaux furent les premiers à être dépouillés. Une première partie des actes issus des fonds d'archives politiques furent transférés dans les archives impériales d'Autriche en 1818. En 1833, ce furent 1 millier de firmants et autres documents imprimés ottomans qui prirent le chemin de Vienne. En 1836, ce fut le tour des 860 autres documents ottomans qui clôturent ces pillages, alors que les archivistes de Dubrovnik assurèrent les autorités autrichiennes qu'il ne restait plus de documents ottomans dans leurs archives. En réalité, quelques 13 000 documents ottomans demeurèrent dans les palais de Sponza, où ils ont dû être déposés lors du grand incendie de 1817 qui s'était déclaré dans la boulangerie militaire qui jouxtait le palais princier de Raguse. La majeure partie de ces fonds d'archives furent rapatriés après la Première Guerre mondiale et déposés dans les archives de l'Académie royale de Belgrade. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils furent finalement rapatriés à Dubrovnik pour être déposés en 1952 avec les fonds d'archives du palais princier dans celui du palais de Sponza. Quelques 15 000 actes ottomans ont survécu à ces pérégrinations pour être réunis dans leur lieu d'origine à Dubrovnik. Merci. Et il était
important que Dubrovnik soit présente, évidemment, dans cette évocation d'Alberto Tenenti, à la fois pour des raisons personnelles, puisqu'il a beaucoup travaillé sur cette ville avec sa femme, et aussi, évidemment, que cette rive orientale de l'Adriatique est aussi le pays d'origine de sa femme et donc de ses enfants. Mais très important, évidemment, que ce rôle de Raguse, que Fernand Braudel avait déjà vu, puisque, si je ne me trompe pas, il avait fait microfilmer avant la guerre, enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, ces très très riches archives qui permettent de suivre l'activité du port dont vous avez évoqué dans cette fresque l'histoire depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle.